Je sais ce que c'est, mais je comprends que quelqu'un qui entend ça, ou PNEI, il se dit, non, mais on est où là? C'est quoi? Donc, j'ai une façon de fonctionner qui est particulière. Vous verrez, je n'ai aucune note, j'ai juste des éléments, parce que je ne sais pas ce que je vais dire. Donc, en fait, je me connecte à un champ quantique qui s'appelle la source, et c'est elle qui me fait parler. Et donc, évidemment, il y a une interaction entre cette source, moi, et, puisque vous, comme je vous ai expliqué hier, vous avez aussi un cœur comme moi, et on échange nos activités électromagnétiques. Alors, ça se fait à distance, bien sûr, c'est invisible, mais ce sont des choses bien réelles. Alors, voilà, alors je vais essayer d'utiliser ça pour une fois. Oh, ça marche. Ah non, plus rien. Alors, hier, j'ai parlé donc de ces 7 cadres de pensée qui, j'ai mis cette image, 7 mots qui finissent en isme pour qu'on puisse. En fait, c'est parce que le premier mot s'appelle chamanisme, et donc le reste doit finir en isme. Donc, vous voyez, on a matérialisme, déterminisme, probabilisme, immatérialisme, musicalisme, symbolisme. Et puis, comme ça, c'est un peu pédant, j'ai mis aussi des mots-clés. Tout est esprit, tout est matière, tout est équation, tout est vibration, tout est cohérence, tout est harmonie, tout est information. Ce qu'il faut voir dans cette étoile, elle est très puissante pour moi. Parce que quand je vais rencontrer quelqu'un, le simple fait de discuter avec lui, je vais le placer dans une de ses branches. Et c'est aussi ce que vous devez faire. C'est-à-dire que si vous voulez vous connaître, est-ce que vous êtes numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5? C'est-à-dire, quel est le mot qui résonne le plus en vous? Si c'est vous, si vous pensez que les esprits existent, qu'on peut parler avec les morts, par exemple, vous êtes clairement dans le mode numéro 1, chamanisme. Vous êtes fait pour ça, c'est ce qui vous correspond dans l'état où vous êtes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous serez dans cet état tout le temps. Si par contre, il vous faut des explications rationnelles, vous voyez quelque chose et tout de suite, vous dites, ah oui, mais pourquoi? Là, vous êtes dans le mode numéro 3, tout est équation. C'est-à-dire que vous voulez avoir des explications rationnelles à des choses. Et puis, ben, tous les autres modes, c'est la même chose. Alors, il faut savoir quand même que l'école, l'éducation, dans notre pays, la France, nous place dans les modes 2 et 3. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir toujours voir le côté matériel des choses et toujours le côté équation, c'est-à-dire comment, si j'ai un phénomène A et que je vais aller vers un phénomène B, quelle est l'équation qui va permettre de prédire que je vais passer de A à B? Alors ça, vous pouvez le voir aujourd'hui dans la presse, par exemple. Il y a des problèmes avec des petites bestioles qu'on appelle des virus. On prédit le nombre de morts. Ensuite, on a des petits problèmes avec le climat qui commence à revenir à ce qu'il était il y a 12 000 ans. Il y a 12 000 ans, on ne pouvait pas vivre sur Terre parce que c'était un vrai yo-yo de température. Il semble qu'on revienne à cette chose-là. Pourquoi? Donc, quel est le mécanisme qui me permet de passer de ces choses-là? Voilà, et comme je vous l'ai dit, ben, il n'y a pas que ça dans la vie, hein, il y a tous ces 7 modes. Et n'oubliez jamais qu'il ne faut pas voir ça sur un plan, il faut voir ça en une spirale. C'est-à-dire que en fait, vous êtes à l'enfance dans le mode numéro 1, tout est esprit, puis après, au fur et à mesure, vous allez à l'école, tout est matière, tout est équation, vous allez à l'université, on vous apprend que tout vibre, et puis comme ça, quand vous arrivez à mon âge, tout est information, mais si tout est information, vous retrouvez en fait tout est esprit. Mais maintenant, vous avez quand même vécu entre-temps. Et il faut voir ça aussi sur une spirale sur plusieurs générations. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué hier, il y a la réincarnation qui est validée aujourd'hui par certains modèles scientifiques. Donc, si vous n'y arrivez pas dans cette vie-là, vous y arriverez dans une prochaine. Et donc, c'est une véritable spirale. Alors, la PNEI, voilà. Moi, j'ai travaillé sur cette diapositive, d'abord pour
bien comprendre ce que c'était en termes de mots tels qu'on les utilise. Et puis surtout, j'ai vu qu'il y avait un grand absent dans le schéma que vous voyez, qui est le schéma classique de la PNEI, c'est l'image qui est à droite, Psyché. Psyché, la déesse, qui représente l'âme humaine, c'est quand même le P de PNEI. Il va bien falloir la mettre quelque part. Et Psyché, si vous connaissez son histoire, dans la mythologie grecque, elle a pour mari donc Eros, le dieu de l'amour. Et bon, il y a toute une histoire qui peut être intéressante à relire si vous voulez bien comprendre la PNEI. Ensuite, là, je me suis fait plaisir. C'est pour vous montrer à quel point la, la science peut délirer. C'est-à-dire que quand vous dites système immunitaire, il va falloir communiquer, puis vous voyez, vous avez tous ces trucs-là, IL, IFN, IFN, TGF, PDGF, c'est un langage codé. Il faut des années d'études universitaires pour comprendre ce langage. Et puis, vous voyez, c'est compliqué. Il y a des numéros. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir que s'il y a des interleukines, IL, il y a la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, et que chacune transporte un message qui est différent. Vous imaginez la complexité de manier tout ça, c'est quand même assez complexe. Bon, on sait que le système immunitaire, il est là pour s'occuper des bactéries et des virus, des étrangers éventuels. Et évidemment, je mets là le microbiote dont tu as parlé, Yann, qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le système immunitaire, il tâte, il dit oh, cette bactérie, elle est bonne. Et j'y touche pas. Par contre, celle-là, elle n'est pas bonne, j'y vais. Donc, avec le système immunitaire, on est aussi avec le microbiote. Les hormones, c'est pas triste non plus. Voilà, vous avez des hormones, alors il y a des organes qui sont censés les produire. Et puis, alors encore, non, à coucher dehors de biologie. C'est ce qui fait que la biologie est pénible à enseigner, elle est pénible à comprendre. Parce qu'avec autant de molécules, on se demande comment le corps s'y retrouve, comment il fait pour gérer tout ça. Sachant que n'oubliez pas que dans PNEI, il faut prendre la diapositive d'avant et rajouter celle-là, puisqu'en fait, les choses sont couplées, elles ne sont pas indépendantes. Donc là, hier, on a eu bon exposé de Yann sur les perturbateurs endocriniens, qui interfèrent donc avec ces choses-là, mais ça interfère aussi avec, évidemment, dans le cas de la PNI, on ne peut pas dire que ça perturbe que le système endocrinien. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore le système nerveux, avec encore toute une catégorie de noms à coucher dehors. Et voilà, ben, vous voyez, ACTH, MSH, POMC, on est sur une autre planète. Et encore, c'est la troisième diapositive qu'il faut rajouter aux deux autres. Et tout ça, c'est dans le même corps. Vous commencez à voir la complexité de cette lorgnette. Si vous voulez la prendre comme ça, c'est ingérable. Enfin, c'est gérable, mais il n'y a que quelques spécialistes qui sont capables de bien comprendre tous ces acronymes et de comprendre comment ça fonctionne. Nous, ce que je vais vous proposer, c'est de voir ça sous un autre angle, l'angle donc de la physique quantique. L'angle de la physique quantique, c'est de dire, bon, bien sûr, tout ça, ça existe, mais finalement, c'est un découpage. Et ce découpage, est-ce qu'on est obligé de le faire? Non, on peut prendre les choses dans leur globalité. Alors, une autre chose moi, me gêne souvent quand on va à ce niveau de compréhension de ce qu'on appelle la biologie moléculaire, surtout, par exemple, pour le système nerveux, les gens ont l'habitude, là je caricature, hein. Par exemple, si vous voulez vous faire plaisir, on va vous envoyer de la dopamine. Si vous voulez vous concentrer, on va vous envoyer de la noradrénaline. Si vous voulez apprendre, ce sera de l'acétylcholine. Si vous voulez mémoriser des choses, ce sera du glutamate. Si vous voulez être euphorique, ce sera des endorphines. Vous voyez, c'est très mécano. C'est-à-dire, j'ai un problème, hop, j'ai la molécule, et puis tout marche bien. La PNEI, justement, vous apprend que, bien sûr, la dopamine va vous procurer du plaisir, mais peut-être qu'elle va interagir avec d'autres hormones, avec d'autres cytokines, et qu'il va y avoir l'aspect plaisir, mais encore plein d'autres choses.
Donc pour moi, réduire purement le comportement humain, les émotions à de la chimie, je ne prends pas. Je ne prends pas. Il me faut quelque chose de plus global. Alors, je viens sur ma psyché, qui symbolise l'âme, un terme sur lequel on va revenir, par opposition donc au corps physique. Comme je vous l'ai dit, bon, c'est la Grèce, c'est la déesse de la beauté, femme d'Éros, qui était lui-même fils d'Aphrodite, déesse de l'amour. Donc on voit que quand on est dans le P de la PNEI, on a cette notion de amour, âme, beauté. Ça veut dire quoi? Ben, quand vous regardez quelque chose et que vous dites c'est beau, vous ne regardez pas les détails. La beauté n'est pas dans les détails. La beauté, elle est dans justement le fait que vous mettiez du flou et que vous regardiez l'objet tel qu'il est dans sa totalité. Et là, la beauté apparaît. Donc ça, c'est un petit peu le sens de la PNEI, c'est que toutes ces molécules, quand vous les regardez dans les détails, elles sont très compliquées. Et si vous prenez du recul et que vous regardez ça avec votre psyché, avec amour, eh bien, on va voir une autre image qui se dégage. Alors, dans ma petite roue, voilà, ben pour moi, le P, c'est clairement le mode numéro 1, psyché. Tout est esprit, c'est-à-dire quelque chose qui est immatériel. Et puis après, ben, le N, le E et le I, donc la neurologie, l'endocrinologie et l'immunologie, on est clairement dans la matière et les équations. C'est-à-dire, la matière, ben, ce sont toutes les molécules dont je vous ai parlé. Les équations, c'est comment on va écrire des équations chimiques qui vont faire que A donne B, donne C, donne D, et puis comme ça, on va essayer d'y comprendre quelque chose. Donc, disons que la PNEI, c'est déjà quelque chose de très bien parce que ça mélange en fait les trois modes 1, 2 et 3. Mais comme je vous l'ai dit, il y en a 7 en fait. Donc, l'idée, c'est que évidemment, la PNEI ne va pas se limiter à ces trois modes. On va rajouter le mode probabiliste, le mode immatérialiste, le mode musicaliste et le mode informationnel. Alors là, j'ai mis la photo de Michel. Pourquoi? Bien parce que Michel, ça a été, pour moi, comme je l'ai dit hier, un de mes premiers stagiaires quand j'ai décidé de former les gens à la physique quantique. Et il a eu donc cette curiosité de se dire, des points d'interrogation, il y a des choses qui sont en plus, je vais essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Et donc, c'est cette démarche qu'on va faire. Alors, hier, je voulais dresser en partie un petit peu globale. Là, je vais rentrer peut-être un peu plus dans certains détails. Le mode numéro 4, c'est-à-dire probabilisme, ou si vous préférez, tout est vibration. Comment on peut revoir ça? Eh bien, on peut se référencer à ce qu'on appelle le théorème de Février des touches. Faites toujours très attention aux mathématiciens. Les mathématiciens sont des gens qui ont la tête dans les étoiles, enfin, du moins ils ne sont pas sur Terre, ce sont des extraterrestres. Mais si vous écoutez ce qu'ils disent, ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes. Le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est Albert Einstein, qui était très bon en mathématiques, pas à l'école, mais plus tard. On peut être mauvais à l'école en mathématiques en son enfance et devenir un très bon mathématicien après. Et puis un jour, il écrit au tableau E égale MC2. Ce n'est jamais qu'une écriture, E égale MC2. Mais en 1945, 200 000 personnes vont mourir en une seconde. S'il n'avait pas écrit ça, ces personnes seraient vivantes. Donc, vous voyez, chaque fois que vous faites quelque chose de mathématique, il y a une vérité qui est derrière. Et cette vérité, elle peut avoir des répercussions dans votre vie de tous les jours. Et c'est ce qui se passe avec le théorème de Février des touches. Pourquoi? Parce que le théorème date de 1946, donc bien après qu'on ait formalisé la physique quantique, il pose en fait le problème de façon très simple. Est-ce qu'il existe une variable d'état ou est-ce qu'il n'existe pas de variable d'état? Alors, variable d'état, c'est quelque chose qui est facile à comprendre. Si, par exemple, je vous donne l'énergie d'un système, eh bien, un bon physicien, avec cette valeur de l'énergie, va vous prédire un tas de choses. Parce que l'énergie est une variable d'état. Dans le formalisme de la cadre de pensée numéro 3, si vous connaissez l'énergie, vous connaissez toutes les autres variables via les équations qui lient les phénomènes entre eux. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et comme on est en mathématiques, on se pose la deuxième question. Oui, mais s'il n'existe pas de variable d'état,
Si on a les équations, on a les variables, mais il ne faut pas une variable pour tout connaître, il en faut au moins deux. C'est là où c'est intéressant. Les mathématiques sont très claires. Si il existe une variable d'état, c'est-à-dire qu'une variable vous permet de décrire toute la nature, mode numéro 3, eh bien, vous devez utiliser des nombres réels. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre réel? C'est ce que vous voyez, c'est une règle, en fait, qui va de moins l'infini à plus l'infini, puis vous localisez sur cette règle, par une valeur, un chiffre réel, ce qui se passe. Oui, mais maintenant, s'il n'y a pas de variable d'état, eh bien, vous ne pouvez plus utiliser un nombre réel. Ce n'est pas possible. Vous devez utiliser ce qu'on appelle un nombre complexe. C'est-à-dire un nombre complexe, ce n'est pas un nombre qui est compliqué, mais en fait, c'est un nombre qui est composé. Un nombre complexe est un nombre qui est composé de deux nombres. Bien sûr, on a le premier nombre qui va se traduire par la règle, un réel, mais il y a un deuxième nombre qu'on appelle la phase. Et ce deuxième nombre va donner ce qu'on appelle le caractère ondulatoire. C'est-à-dire qu'au lieu de voir les objets pour ce qu'ils sont, vous allez les voir comme des vibrations. Dès que vous introduisez des nombres complexes en physique, c'est parce que les choses vibrent, varient dans le temps. C'est ça la signification. Et plutôt, si vous ne comprenez pas ça, vous regardez le petit schéma qui est la petite vidéo, et vous comprenez tout de suite. Vous voyez, on a un point qui tourne. Si vous regardez le point qui tourne, c'est l'aspect matière. Mais si vous projetez ce mouvement de rotation du point suivant deux directions, qu'est-ce que vous voyez apparaître? Une onde. Donc, vous avez là la racine même de la physique quantique, ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Soit vous regardez le point qui tourne et vous dites « Ah, c'est un corpuscule », soit vous regardez la projection de ce mouvement et vous dites « Ah non, c'est une onde ». En fait, c'est ni une onde ni une particule, c'est les deux à la fois. C'est parce qu'il faut prendre l'ensemble des deux. Voilà, alors, ce qu'on a appris par la physique quantique, c'est qu'il n'y a pas de variable d'état. C'est-à-dire que le mode numéro 3 n'est pas un mode qui permet de décrire complètement la nature, d'où le mode numéro 4. Probabiliste, je dois utiliser des nombres complexes, donc phasés, pour connaissance. Et c'est ce qui s'appelle donc les relations d'incertitude. Moi, j'appelle ça le flou quantique. Et comme on n'est pas avec un... Pareil qu'on n'est pas scientifique, donc je vais vous le faire sans le scientifique, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Si vous avez le beurre, vous n'avez pas d'argent. Si jamais vous avez vendu votre beurre, vous n'avez plus de beurre. Il n'y a aucun moyen d'avoir les deux à la fois. C'est ça l'idée qui est derrière la physique quantique, c'est-à-dire qu'il y a des paires de variables. Si vous en connaissez une, vous ne pouvez plus connaître l'autre. Et si vous connaissez l'autre, la deuxième, qui lui est liée, elle perd. Et la relation que ça se traduit par ce qu'on appelle une inégalité, et ça c'est très puissant, une inégalité, parce que ça vous donne toujours deux cas. Soit l'inégalité est satisfaite, soit elle n'est pas satisfaite. Et regardez ce qui se passe. L'inégalité, là, elle porte sur deux paramètres qui sont beurre et argent du beurre. Le premier s'appelle le nombre d'objets. Le deuxième s'appelle justement la phase, c'est-à-dire cet angle de rotation qui varie dans le temps. Elle nous dit que si je sais compter avec précision, je ne connais plus la phase. Si je sais phaser avec précision, je ne peux plus compter. Et qu'est-ce que ça veut dire phaser avec précision? Je vais vous prendre un exemple que vous pouvez tous voir à l'automne. Ça tombe bien, on va bientôt pouvoir voir ça. C'est les migrations des tourneaux dans le ciel. Quand il y a peu des tourneaux dans le ciel, vous pouvez les compter. Et qu'est-ce que vous constatez? Que chaque étourneau, là où il veut, ça fait un mouvement incohérent. Et si maintenant vous mettez un nuage d'étourneaux, vous ne pouvez plus les compter. Il y en a trop. Quand vous avez 20 000 oiseaux, vous ne savez plus qui est numéro 1, qui est numéro 2, tout ça, ça bouge. Et qu'est-ce que vous voyez apparaître, si vous avez déjà vu ça dans le ciel? Ce mouvement de cohérence, c'est-à-dire que l'essaim se comporte comme un seul truc. Et c'est spectaculaire. On sait qu'il est fait de 20 000 parties, mais ces 20 000 parties donnent l'impression que c'est une seule chose. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est-à-dire, parce que vous renoncez à compter, vous avez une nouvelle propriété de cohérence collective, c'est-à-dire que le système se comporte de manière collective, et c'est là où on retrouve la PNEI, c'est-à-dire que si vous voulez voir, comme je l'ai vu, les molécules une à une, vous comptez, donc vous ne savez pas phaser. Mais si maintenant vous renoncez à voir
toutes ces molécules détail par détail, ben, va vous apparaître quelque chose qu'on appelle la PNU. Il y a une nouvelle cohérence qui va vous permettre de voir la beauté de ce qui est un corps vivant. Voilà, l'autre chose qui est très puissante, c'est que, évidemment, si l'inégalité est satisfaite, c'est-à-dire si vous êtes supérieur à 1,5, on a ce qu'on appelle le monde observable réel. C'est vous, c'est ce que vous voyez autour de vous. Si vous voyez quelque chose, ça veut dire que vous êtes supérieur ou égal à 1,5 pour ce produit. Mais l'autre possibilité existe, c'est-à-dire si c'est inférieur à 1,5, à ce moment-là, vous ne pouvez plus observer. Ça devient invisible à vos sens. Mais invisible à vos sens, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus. C'est toujours là, simplement, ça ne se manifeste plus de façon matérielle. Ça se manifeste de façon spirituelle. Vous voyez, on est au cœur de la problématique, c'est-à-dire qu'on a toujours cette dualité esprit-matière, et là, on a un très bel outil, c'est un théorème mathématique qui nous permet de parler de tout ça. Donc voilà, on a deux mondes, le monde observable et réel, et le monde virtuel, qui est inobservable, et ce que nous a appris la physique quantique, par exemple, si vous parlez de la fonction d'onde, elle est inobservable, mais c'est elle qui gouverne le monde observable. C'est-à-dire l'invisible gouverne ce que vous voyez. On dit qu'il faut faire plus attention à ce que vous ne voyez pas. La phase est plus importante que le nombre d'objets. Voilà, j'ai été un peu long, mais c'est crucial. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Hier, on a eu un bel exposé d'optique. On va reprendre l'interféromètre de Michelson, mais on va le changer un petit peu pour envoyer non plus des ondes de lumière, mais des ondes de matière. On va tester cette idée que la matière est ondulatoire. Donc, ça s'appelle un interféromètre de Kapitsa, Dirac, Talbot, Lau. Mais c'est le même principe, deux faisceaux de particules, on envoie un deuxième, ils n'ont pas le même chemin, ils n'ont pas la même phase, et on les recombine et on regarde ce qui se passe. Deux cas de figure. Si le système se comporte comme des billes, c'est-à-dire des boules de canon, des boulets de canon, ça on retrouve la conférence sur les batailles navales, si ça se comporte comme des boulets de canon, ça doit être, il ne doit pas y avoir d'oscillation dans la réponse. Si ces molécules qu'on envoie se comportent comme des ondes, ça doit osciller. Et comme vous le voyez sur le diagramme, ça oscille. C'est-à-dire que quand vous envoyez des molécules, là on envoie, vous voyez par exemple, c'est des fullérenes qui sont décorées par des hydrocarbures perfluorés, on a des masses molaires qui vont jusqu'à 7000 daltons. Et jusqu'à 7000 daltons, on voit apparaître, 7000 daltons, c'est une unité de masse molaire. Je vous rappelle que l'eau, c'est 18. Petit, 18 daltons. Là, on en voit 7000 daltons. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça oscille. Et la conclusion, elle est claire. Toute molécule ayant une masse molaire inférieure à 7000 daltons est un paquet d'ondes de probabilité et non pas une particule. Autrement dit, maintenant, vous revenez sur tous les IL6, IL neurotransmetteurs, ils ont tous une masse qui est inférieure à 7000 daltons. Donc, ce sont tous des ondes qui doivent être phasées. Et d'où le problème, quelle est le phase? Est-ce que je suis en phase ou est-ce que je suis en opposition de phase, en quadrature de phase? Et sachez très bien que quand vous êtes en opposition de phase, vous avez deux objets, mais vous ne voyez rien, parce qu'ils s'annihilent mutuellement. La meilleure façon qu'on peut expliquer ça simplement, vous prenez deux groupes de personnes et vous mettez une corde. Vous avez fait ça sur la page. Si les deux groupes sont exactement opposés, c'est-à-dire qu'ils sont en opposition de phase, le groupe de gauche tire à gauche, le groupe de droite sur la corde à droite, et que chacun tire à égalité de force, qu'est-ce qui se passe? Bien, la corde ne bouge pas. Il n'y a rien qui se passe, alors que les gens sont en train de tirer comme des malades. Mais rien ne s'observe. Si par contre vous avez un déséquilibre de phase, c'est-à-dire qu'il y en a un qui tire de façon incohérente, c'est-à-dire chacun tire un petit peu à sa façon, puis tous les autres, là, 1, 2, 3, on va tous y aller ensemble. La cohérence fait qu'à ce moment-là, la corde bouge et vous voyez quelque chose. Donc vous voyez comme quoi on est au cœur de la problématique, c'est que quand vous ne voyez rien, qu'on appelle le vide, en fait, il y a quelque chose mais qui est compensé. Une force qui est compensée, qui est déphasée de 180 degrés. L'idée, elle est très simple. Changez l'angle de phase et au lieu d'avoir rien à voir, vous verrez quelque chose. C'est-à-dire que si vous voulez voir une particule, je ne sais pas, on va prendre de la sérotonine. Si vous mettez deux molécules de sérotonine et qu'elles sont en opposition de phase, vous n'aurez rien. Aucun effet.
Mais si vous les phasez pour qu'elles agissent de concert, et à ce moment-là, vous aurez l'effet qu'on appelle sérotonine. Donc, quand vous êtes dans cette logique-là, ce n'est pas parce que vous envoyez de la sérotonine que vous aurez un résultat. Il faut aussi tenir compte du fait que c'est des nombres complexes phasés. Donc, chaque molécule doit être regardée par rapport à sa phase, par rapport à l'autre. Voilà, alors après, c'est tout simple. On a tellement de molécules. On va chercher quelle est la plus abondante dans l'univers. Donc ça, c'est un problème de cosmologie. Ça a été résolu dans les années 70. Il y a des physiciens qui ont découvert que les étoiles fabriquaient les noyaux, et les noyaux, lorsqu'ils s'associent aux électrons, forment les atomes. Et ils se sont posé la question, dans la physique quantique, donc on sait prévoir exactement comment les étoiles fabriquent, ça s'appelle la nucléosynthèse, comment les noyaux sont fabriqués dans les étoiles, et ils ont été capables de vous donner un palmarès. C'est-à-dire que si vous faites un palmarès des atomes dans l'univers, je dis bien dans l'univers, hein, c'est-à-dire pas que sur la Terre ou le système solaire, sur tout l'univers, l'atome le plus abondant, à 93%, c'est l'hydrogène. C'est normal, puisque l'hydrogène est le père de tous les atomes. Donc, ensuite, le deuxième, c'est l'hélium. Parce qu'une étoile, la première chose qu'elle fait, c'est qu'on pourrait prendre 2 atomes d'hydrogène pour faire de l'hélium. C'est le déchet de la combustion stellaire. L'hélium, on ne va pas s'y intéresser beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un gaz inerte. C'est-à-dire qu'il est égocentrique. Si vous le mettez en présence d'un autre atome d'hélium, il ne réagit pas. Si vous le mettez en présence de n'importe quel atome, l'hélium ne veut pas réagir. C'est un bon déchet. C'est-à-dire que vous le relâchez, parce qu'on verra qu'il y a toujours un déchet, quoi que vous fassiez, mais ce déchet n'est pas toxique, il est inerte, neutre. Donc, comme c'est un déchet qu'on ne peut rien faire, mis à part l'accumuler dans les étoiles, eh bien, on va regarder quel est le troisième élément le plus abondant, et là, vous trouvez l'oxygène. Et maintenant, vous voyez, l'argument, il est très simple. C'est que je suis dans le cosmos, je vois passer 2 atomes. Je veux savoir quels sont ces 2 atomes. La probabilité me dit qu'il y en a forcément un qui est probablement de l'oxygène à 93%, de l'hydrogène à 93%. Et quel sera le second? Il y a de fortes chances que ce soit l'oxygène. Et on sait tout ce qui se passe quand de l'hydrogène rencontre de l'oxygène. Ça fait de l'eau. Donc la seule molécule en fait, qui est intéressante d'un point de vue statistique, c'est l'eau. D'où cette idée que l'eau est très importante. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Si vous posez la question pourquoi vous êtes fait d'eau, ou pourquoi tout système vivant est fait d'eau, c'est tout simplement parce que c'est la molécule la plus abondante de l'univers. Et la vie, elle ne s'est pas cassée la tête. Elle ne va pas aller chercher le méthane, qui est beaucoup moins abondant. On prend l'eau parce que la probabilité de rencontre est maximale quand c'est hydrogène et oxygène. L'eau a un autre avantage, c'est aussi la substance la plus cohésive par rapport à son poids moléculaire. Vous avez ici les 4 substances les plus cohésives de l'univers. La première, c'est l'eau, la deuxième, c'est le fluorure d'hydrogène, la troisième, c'est l'ammoniac, et la quatrième, c'est le dihydrogène. Vous voyez que l'eau est non seulement la plus abondante, mais la plus cohésive. C'est-à-dire que si vous voulez faire des choses collectives, qu'est-ce que vous allez prendre? De l'eau. Et voilà, on a compris maintenant pourquoi il faut s'intéresser à l'eau. Il n'y a aucun souci. Alors, il va se passer des choses, évidemment, parce que maintenant, l'eau, vous savez que c'est très important. Je vous ai expliqué hier que l'eau a cette possibilité, grâce au fait que le vide n'est pas vide, de faire ce qu'on appelle des domaines de cohérence. Et ces domaines de cohérence peuvent coder l'information d'une molécule sans que cette molécule soit là. Ça s'appelle l'homéopathie. Et vous voyez, là, je rends hommage à un très grand bonhomme qui est disparu l'année dernière, qui s'appelle Luc Montagnier, prix Nobel de médecine. Regardez ce qu'il a fait. Il a pris de l'ADN. Bon, il a pris l'ADN de l'HIV parce que c'était son dada, l'HIV, le sida. Bon, ok. Il le dilue en respectant le protocole homéopathique, c'est-à-dire dilution, succution, ne pas oublier d'agiter entre chaque dilution. Et vous voyez, après, quand on met le tube dans des bobines, c'est-à-dire dans des opérateurs, dans des systèmes qui vont détecter s'il y a des champs électromagnétiques ou pas, on voit très bien qu'entre 100 Hz et 100 kHz, on a ce qu'on appelle des ondes cohérentes. C'est-à-dire que le système est clairement différent dans cette gamme de fréquences par rapport aux très basses fréquences ou aux très hautes fréquences. Bon, donc on sait que l'eau émet quelque chose. Le problème, c'est qu'elle émet, ok, mais qu'est-ce qu'on peut en faire de ce signal? Parce que je vous rappelle, c'est un signal électromagnétique.
l'idée de Luc Montagnier, c'est de dire ce signal code pour l'ADN que j'ai mis dedans. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est la deuxième expérience qui a donné lieu à un documentaire qui est passé sur France 5, je ne sais plus en quelle année. Vous voyez, il prend l'ADN, il l'enlève, et ensuite, uniquement avec le signal électromagnétique, quand il remet des nucléotides et une polymérase, pour que les nucléotides puissent s'associer, il recrée l'ADN de départ à partir d'un signal électromagnétique cohérent. Donc ça veut dire qu'on peut dématérialiser les molécules. Évidemment, ça valide l'homéopathie, et ça valide le fait que ce n'est pas parce que les choses ne sont plus là qu'il n'y a plus d'effet. Il y a cette mémoire que vous pouvez avoir qui est due au fait qu'on est moitié matière, moitié électromagnétisme. Et là, je vous renvoie à la vidéo de hier du terrain. Quand vous voyez quelqu'un qui joue d'un instrument de musique sans rien toucher du tout, vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui passe entre l'instrument et la personne. Et si vous remplacez l'instrument de musique par un bonhomme, ben le bonhomme, il va réagir aussi, même si la personne ne le touche pas. Parce qu'on émet ces champs électromagnétiques. On peut les graver dans l'eau, on peut les faire absorber à quelqu'un d'autre. Donc c'est toute cette partie invisible qui nous intéresse, et à mon avis, on est au cœur de la PNEI quand on prend cette configuration. Alors la cohérence, elle a aussi une particularité, c'est qu'elle se propage. Ça s'appelle des ondes de cohérence, et le terme technique, c'est de la propagation par soliton. On connaît très bien l'équation, c'est l'équation de Sine-Gordon. Et lorsqu'on fait les calculs théoriques, on voit que la cohérence de l'eau, que j'appelle morphogénique pour bien comprendre que c'est de l'eau plus quelque chose qui peut être du gaz ou des signaux électromagnétiques, on a une cohérence de propagation à 4 GHz. Ça, c'est la théorie qui nous dit. Ah oui, mais le Wi-Fi qu'on utilise pour les communications sans fil, c'est entre 2 et 5 GHz. Donc, vous voyez que si vous avez des problèmes quand le téléphone est allumé, il y a des gens qui sont sensibles, ça s'appelle l'hypersensibilité électromagnétique. C'est normal parce que ça perturbe vos ondes de cohérence qui servent, parce que vous êtes vivant, vous avez besoin de ces ondes pour vivre. Et vous envoyez des signaux qui ne sont pas des signaux de vie, mais des signaux, par exemple, du dernier film de Brad Pitt que vous téléchargez, bah, vous comprenez que le corps il va avoir un petit souci, là, parce qu'il y a bien sûr ces signaux internes, il y a tous ces signaux externes. L'autre chose que nous apprend cette histoire de cohérence, non, non, c'est normal. C'est la vidéo qui fait le son. Non, non, il n'y a pas de souci, c'est normal. J'ai baissé pour pas qu'on. Alors, si vous voulez comprendre ce que c'est que ces solidons, le mieux, c'est d'aller en Bretagne. Ça s'appelle le mascaré. Je vous montre un exemple ici, c'est-à-dire que vous avez des ondes de cohérence qui se propagent sur des kilomètres sans jamais s'atténuer. Ou si vous êtes, alors on retrouve les. Pour ça, il faut quand même que les journalistes qui ont écrit l'article comprennent que s'intéresser au bateau, c'est aussi dans le cadre de la PNEI. Parce qu'un bateau, tous les marins savent qu'il y a ce qu'on appelle la vague scélérate. C'est-à-dire que la mer est calme, puis tout d'un coup, vous avez une onde de cohérence qui passe, et c'est une vague de 10 mètres qui vous submerge. Elle vient de nulle part, en fait. C'est une vague qui vient de 10 000 km, elle s'est formée à 10 000 km, et elle s'est propagée sur 10 000 km jusqu'à ce que vous la rencontriez. Donc là, vous êtes au cœur de la cohérence. Quand vous avez de la cohérence, vous avez des choses qui ne s'amortissent pas, qui s'auto-entretiennent. Et alors ça, c'est encore le truc le plus joli, à mon avis. C'est ce qu'on appelle la résonance stochastique, c'est-à-dire que vous avez un signal cohérent qui est très faible et vous avez un bruit qui est très fort. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, si vous avez votre vision numéro 3 en disant c'est le plus fort qui gagne, vous verrez que le bruit. Mais si vous avez cette vision qu'il y a la cohérence, regardez ce qui se passe. Est-ce que vous voyez sur l'image qui est ici quelque chose? Alors, faut que je... Là. Est-ce que vous voyez quelque chose? Quelqu'un voit quelque chose? Ici, est-ce que vous voyez quelque chose? Rien. Donc, là, j'ai du noir plus du bruit. Ben, en fait, voilà ce qui apparaît. Ça, c'est l'image originale. Et ça, c'est l'image quand je prends ce noir et que je rajoute du bruit. Maintenant, vous voyez quelque chose. Autrement dit, je ne vois rien, j'augmente mon niveau de bruit et l'information apparaît. Ça, c'est le miracle de la cohérence. Pour que ça se produise, il faut que le signal soit cohérent. À partir du moment où il est cohérent, rajoutant du bruit, vous aurez automatiquement
quelque chose de visible. C'est très utilisé dans la police scientifique. Vous savez, la police scientifique, quand elle arrive sur une scène de crime, elle cherche des empreintes, mais ces empreintes, vous ne croyez pas que le meurtrier, il a fait comme dans le truc de police, il a fait ça pour que son empreinte soit bien marquée. Il a juste effleuré les objets, et ce que récupèrent les policiers, c'est une empreinte complètement dégradée. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent du bruit. Parce que l'empreinte est cohérente, c'est le signal d'un être vivant. Donc en rajoutant du bruit, c'est l'image que vous voyez là-haut, l'empreinte apparaît. Et à ce moment-là, vous pouvez identifier le criminel par ses empreintes. Parce que vous avez utilisé la résonance stochastique. Et je vous le donne en mille, dans la nature, la résonance stochastique, elle est partout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez quelque chose qui est cohérent, quelle que soit son intensité, si vous ajoutez du bruit, ça sortira. Vous verrez quelque chose. Donc là, on retrouve l'homéopathie, évidemment. Ce n'est pas parce que vous avez dilué, comme c'est cohérent, ça apparaîtra. Par un système vivant sera sensible à ça, parce qu'il est, lui, non linéaire et cohérent. Et ça marche aussi avec des choses tout à fait banales. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, le poisson spatule qui est ici, on a pu montrer qu'il fonctionnait par résonance statistique. Les écrevisses qui ont des mécanorécepteurs, on retrouve la résonance statistique, c'est-à-dire qu'il suffit d'ajouter du bruit. Et hier, je vous ai donné une source de bruit universelle. C'est les ondes Schumann. Donc, vous voyez, le fait de baigner dans des ondes Schumann va faire que, par la résonance stochastique, les petites choses vont avoir un effet. Donc là, j'étais dans le mode numéro 5, qu'on appelle la cohérence. Vous voyez, une nouvelle façon de penser la matière. Bien sûr, on dit que tout est vibration, mais il y a des vibrations cohérentes et il y a des vibrations incohérentes. Quand j'ai une vibration incohérente, c'est que je peux compter les objets. Quand la vibration devient cohérente, je ne peux plus compter. C'est l'idée qui est derrière. Alors, on va passer au mode numéro 6. C'est pour moi le mode que je trouve le plus intéressant aujourd'hui, sur lequel je passe beaucoup de temps. C'est le musicalisme, où tout est harmonie. Je vais commencer par cette image. Hier, je vous ai dit que vous êtes quand même de drôles d'oiseaux, parce que si je vous pose la question, est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, ou est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, qu'est-ce que vous me répondez? 9 fois sur 10, les gens vont vous dire, ça oui, la Terre tourne autour du Soleil. Et quand les gens disent ça, ils font preuve d'incohérence. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que pour faire cette révolution solaire autour du Soleil, la Terre met 365 jours. Et si elle met 365 jours, c'est parce qu'il y a une grande distance à parcourir pour faire une révolution. Et que si vous prenez cette distance et que vous divisez par 365 jours, vous obtenez une vitesse. Vous avez un ordre de grandeur de cette vitesse? 30 km par seconde. Autrement dit, là, vous êtes assis, une seconde plus tard, vous êtes 30 km par rapport au lieu où vous étiez au départ. Vous voyez le problème? C'est que vous pensez que vous êtes immobile, alors qu'en fait, vous bougez. Et vous en arrivez à dire mon corps me dit quelque chose, mais je l'ignore et je garde l'image de ma cervelle. Parce qu'évidemment, si vous vous placez autour du Soleil, il faut être sur le Soleil pour voir la Terre tourner. Mais si vous êtes sur le Soleil, votre corps il va faire aïe aïe aïe. Donc on est des êtres terriens et regardez quand vous voyez le mouvement des planètes lorsque vous prenez comme référentiel la Terre. Vous voyez que ce n'est pas du tout des choses qui sont sphériques comme on le voit dans les livres. Ça, c'est ce que vous observez. Prenez par exemple le mouvement de Jupiter et de Saturne. Regardez comme c'est beau. C'est beau. Et on vous dit que c'est un cercle. Alors, je veux bien qu'il y ait de la beauté dans un cercle, mais c'est une beauté intellectuelle. Là, je vous parle d'une beauté physique. Ce qu'on observe à l'œil, c'est ce mouvement avec ce qu'on appelle les épicycles. C'est-à-dire la planète bouge, elle s'arrête, puis elle repart dans l'autre sens. C'est ce que vous voyez. Et on le sait très bien quand vous voulez, par exemple, prenez Mars, quand vous voulez aller exposer sur Mars, vous voyez que vous n'allez pas vous placer ici. Si la Terre est là, que vous envoyez votre capsule, vous allez avoir un problème. Vous allez envoyer votre capsule quand Mars est là. Donc c'est bien une réalité, parce que les ingénieurs de la NASA, ils attendent que la distance Terre-Mars soit minimale pour envoyer leur capsule. Ouais, mais après, si vous faites de la physique, c'est-à-dire que vous dites qu'il y a de la gravitation, les planètes interagissent, voilà ce que ça donne. Vous regardez juste la colonne marquée fréquence en mégahertz, et vous voyez que toutes les planètes, avec ce mouvement, génèrent une onde de vibration dont la fréquence pour le Soleil est de 3 GHz
Mais si vous allez, par exemple, sur Pluton, vous êtes à 0,25 Hz ou 250 milliHz. Bien sûr, ce sont des basses fréquences. Mais est-ce que vous savez que votre intestin, quelle est la fréquence des contractions intestinales? 250 milliHz. Ah, et si mon intestin était gouverné par Pluton? Parce que Pluton a un mouvement qui est cohérent, à 250 milliHz. Mon intestin a un mouvement qui est cohérent à 250 milliHz. Ah, deux mouvements cohérents, résonance. C'est peut-être, si vous avez des problèmes intestinaux, là c'est pour notre ami gastro-entérologue, il faut peut-être qu'il s'occupe de la position de Pluton dans le ciel. Et puis, bah, vous voyez, par exemple, Jupiter nous parle sur 1,78 MHz. Donc, vous voyez, il y a des façons de voir que quand on vous dit vous êtes un terrien, le cosmos, les forces cosmiques, et là, c'est des équations de la physique, hein. C'est des trucs qui viennent des relations de Max Planck et de la gravitation de Newton. On voit qu'il y a des effets physiques des planètes, et c'est pour ça que ça me fait toujours rire quand je vois les articles sur la biodynamie. Vous savez, on attaque la biodynamie aujourd'hui, c'est cette pratique de tenir compte du mouvement de la position des planètes pour faire de l'agriculture. Quand vous voyez ça, vous comprenez que ce n'est pas si idiot que ça. Alors, l'avantage du mode numéro 6, c'est que bien sûr, vous utilisez le fait que tout vibre, et ensuite, vous avez ce qu'on appelle de la musique. Cette musique, on la voit ici, pour ceux qui ont fait de la musique, ça s'appelle les secondes mineures, les tierces mineures, quarte juste, quinte juste, six mineure. C'est des rapports de fréquences qui sont en général des rapports simples d'entiers. Et l'idée, elle est là, c'est que ces rapports de fréquences, il y en a qui sont qualifiés d'harmonieux, par exemple l'octave, le rapport entre 1 et 2 en fréquence, et d'autres qui sont calculés, qui sont qualifiés de disharmonieux, par exemple la seconde mineure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, déjà, savoir convertir deux fréquences en un accord musical. Donc, c'est la relation qui est ici. Si j'ai deux fréquences F1 et F2, je fais leur rapport, je prends le logarithme binaire et je multiplie par 1200. Par exemple, imaginez, je trouve 900. Si je trouve 900, vous voyez que 900, c'est ici. Je sais que j'ai un accord de sixte majeur. Si je trouve 100, 100, je suis ici, j'ai un accord de seconde mineure. Si je veux une quinte juste, je dois trouver 700. Voilà, vous voyez, c'est très simple, deux fréquences. Vous calculez tout de suite l'intervalle musical qui peut lui correspondre. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que tout est vibration, vous dites tout est musical, harmonique. Et là, ça devient intéressant parce que la musique, on peut l'écouter. On peut aussi s'amuser à faire des choses comme ça, par exemple, ce que j'appelle le musicalisme culinaire. Vous êtes au restaurant, vous avez une bonne portion de légumes de 100 grammes. Le serveur vous amène une corbeille de pain. Combien je dois manger de pain pour ces 100 grammes de légumes? Le musicalisme vous donne la réponse. Si vous voulez être en unisson avec votre assiette de légumes, vous prendrez 100 grammes, autant de pain que de légumes. Si vous voulez avoir une relation de tendresse avec votre plat de légumes, vous prendrez 107 grammes. Une relation de vérité 9/8, 112 grammes. Si vous voulez aimer votre assiette, il faudra prendre 120 grammes. Si vous voulez avoir du bonheur, ce sera 125 grammes. S'il faut manger du pain parce qu'il le faut, ce sera 133 grammes. Si vous voulez vous faire un petit coup de folie, ce sera 143 grammes. Si vous voulez avoir un éclair d'illumination, ce sera 150 grammes. Si vous voulez devenir sage, ce sera 160 grammes. Si vous voulez décoller spirituel, il faudra prendre 167 grammes. Si vous voulez par contre avoir une tension dans les intestins, il faudra 180 grammes. Mais si vous voulez vous en foutre complètement, vous prenez 188 grammes. Vous voyez, les accords me permettent de savoir en fonction de leur ressenti. On sait que ces accords, c'est les ressentis qu'on a, nous. On peut faire ça. Alors évidemment, on peut faire aussi ça avec les boissons. Alors là, ça devient intéressant, on est en Bourgogne. Donc, vous voyez, une bière ou un cidre à 5 degrés, c'est 40 grammes d'alcool pour 950 grammes d'eau. Eh bien, si j'applique ma relation musicale, je suis à 684 cents. Ça, c'est une quinte juste, c'est-à-dire que ça vous donne de la lumière. Si vous prenez du vin à 11 degrés, 88 grammes pour 890 grammes d'eau, c'est du bonheur, tierce majeure. Si vous voulez prendre un apéritif à 20 degrés, 160 sur 800, c'est encore du bonheur, tierce majeure. Et alors, c'est ça où c'est fantastique.
c'est que vous prenez donc 44 degrés, c'est une eau de vie. Quand vous faites le calcul de la quantité d'alcool et d'eau, ça fait 560 pour 352, 804 cents. C'est une cycliste mineure, spiritualité. Et devinez comment s'appellent ces eaux de vie, des spiritueux. Donc vous voyez que tout ça est cohérent et logique. Ah, s'il y a des médecins dans la salle, on peut faire ça aussi. C'est-à-dire, j'ai un médicament, je dois prendre de l'aspirine. On vous dit que l'aspirine, il faut en prendre entre 25 et 50 mg par kilo et par jour. Pourquoi? Parce que l'aspirine fluidifie le sang. Alors, c'est bien si vous avez des problèmes de circulation sanguine, mais si vous vous coupez, il faut peut-être mieux faire attention. Et donc, voilà, on vous donne une norme, et après, le médecin, vous devez en prendre combien? Ben, toujours pareil. Si vous voulez faire être en plein bonheur, vous savez que c'est 400 cents, donc vous allez prendre 2,52 grammes. Si vous devez prendre l'aspirine parce qu'on vous dit de le faire, ben vous en prendrez 2,67 grammes. Vous pouvez trouver une posologie en utilisant des accords musicaux. Et là, je ne sais pas si j'ose vous le faire. C'est le musicalisme de couple. Imaginez un homme de 85 kg, 1,81 m, qui cherche une partenaire féminine, mais ça pourrait marcher aussi avec un homme, hein, parce qu'on va voir que c'est que les masses qui comptent, pour une relation aimante. Donc, l'amour en musique, c'est la tierce mineure, et de tendresse, qui est la seconde mineure. Eh bien, vous faites les rapports, 6/5 pour la tierce majeure, 16/15 pour la tierce mineure, vous savez que la femme doit faire 71 kg et 1,70 m. Ça va vite vous aider à trouver votre... Non, mais je veux dire, c'est intéressant de voir que la musique va vous permettre de faire ces choix-là. C'est tout. Alors évidemment, là je plaisante, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Par exemple, je vous ai dit hier, toute molécule chimique peut être vue comme une mélodie ou comme une suite de notes de musique. Vous l'avez ici, c'est la gamme musicale. Si vous dites potassium, fluor, c'est ré bémol. Si vous dites chlore, brome, c'est ré. Bore, c'est mi bémol. Sodium, c'est mi. Vous voyez, on peut associer à chaque atome une note de musique. Et après, si vous avez une succession d'atomes, qu'est-ce que vous aurez? Une succession de notes. Une succession de notes, ça s'appelle une mélodie. Et regardez ce que ça donne pour la vitamine C, par exemple. Si, sol dièse, ré, fa dièse, la dièse, sol dièse, ré, fa dièse, sol, dièse, ré, sol dièse, si. Si vous êtes capable de chanter ces notes, vous avez la vibration de la vitamine C. Sans aller chercher la vitamine C, la matière. Vous avez sa vibration musicale. Et on est en train de tester ça sur les plantes. Et je peux vous dire que ça marche du feu de Dieu. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est un petit peu... Après, si vous manquez de sucre, vous allez faire si, sol dièse, fa dièse, la dièse, ré, 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 fa dièse, sol dièse, si. Et vous avez votre vibration de sucre sans aller chercher la molécule de sucre. Et on peut faire aussi ça, évidemment. Votre hormone ocytocine, je pense que vous savez tous que l'ocytocine, c'est une hormone, une partie elle est sécrétée, je m'en fiche. Mais par contre, ce que je sais, c'est que ça gouverne les contractions utérines, la lactation, l'éjaculation. On appelle ça l'hormone de l'amour quand on fait du matérialisme à haute dose. Et vous voyez, c'est une suite d'acides aminés. Et bien là, ça va être fa, do, sol, la, sol, fa, fa, sol, la. Et la vasopressine, qui est l'hormone de la jalousie, elle est un petit peu différente. Ça sera fa, sol, si, la, sol, fa, fa, sol, la, do, la. Vous pouvez jouer ces notes et vous aurez soit l'ocytocine, c'est-à-dire vous serez amoureux, soit vous aurez la vasopressine, vous serez jaloux. Alors évidemment, si quelqu'un est jaloux, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez jouer l'ocytocine. Si quelqu'un est trop amoureux et que vous voulez leur amener les pieds sur terre, vous allez lui jouer la vasopressine. Je ne sais pas si vous voyez le changement de paradigme que ça implique. Alors là, on se fait plaisir. La PNEI vue en musicalisme. Allez, un peu d'endocrino.
est avec N et E. Et évidemment, des neurotransmetteurs. Voilà comment vous devez voir la PNEI. Alors, ça synthétise tout ce que j'ai dit. Les phases, c'est-à-dire qu'il faut que chaque bille soit lancée au bon moment. Tout est harmonie, vous voyez? C'est des accords musicaux. C'est-à-dire que les instruments sont harmonisés. Et après, vous pouvez mettre des noms, interleukine, cytokine, sérotonine, dopamine. Parce qu'à chaque fois, vous vous adressez à un instrument qui est différent. Et le tout doit faire une musique harmonique. Vous êtes au cœur de la PNEI, parce qu'on pourrait envoyer les billes n'importe comment, et à ce moment-là, on serait PNEI, mais tout séparé, sans cohérence de phase. Alors après, vous pouvez on va voir si vous rentrez en cohérence. Ah, ça fait du bien. Hein. Mais c'est pas fini. On avait tout, on voyait tout sous forme d'harmonie. On peut voir aussi tout est information. Alors là, on rentre dans le P. On rentre dans le P. C'est-à-dire que, je vous rappelle que la spiritualité, la psyché, elle ne fonctionne pas avec de la matière, elle fonctionne avec de l'information. Donc là, vous voyez, on rentre dans ce qui est en fait souvent négligé. Donc là, je vais vous passer plusieurs images. Quand vous voyez, par exemple, deux papillons, comme ça, qui sont posés sur la même fleur, qu'est-ce que vous voyez? Les gens diront, oui, pour ces deux papillons qui sont posés. Mais quelqu'un comme Carl Gustav Jung, il verra ce qu'on appelle une synchronicité. C'est-à-dire qu'il y a deux événements qui sont sans lien causal entre eux, mais qui vont porter un sens qui est identique. Une relation va se faire parce qu'il y a cette similitude, cette synchronicité. Et ça, c'est l'autre façon de voir la PNEI, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire tout vibre, tout est harmonie, mais il faut faire attention aux synchronicités. C'est-à-dire que de temps en temps, vous allez avoir des configurations qui... Ah, c'est Lila qui nous a dit, ça s'appelle les neurones miroirs. Hein. On est dans ce qu'on appelle le neurone miroir. Et je vous ai mis le petit schéma que j'ai trouvé chez Carl Jung. Donc, c'est que là, si vous voulez comprendre ce que c'est que le P de la PNEI, vous devez avoir la notion d'information, d'exformation. J'en ai parlé hier. Il ne suffit pas de dire j'ai de l'information. Il y a aussi un contexte dans lequel cette information s'exprime. Et vous avez toutes ces structures qui se mettent en place, animus, anima, le soi, le moi, la persona, et le monde intérieur qui obéit aux relations d'incertitude inférieures à 1,5. Le monde extérieur, vous êtes passé de l'autre côté de l'inégalité de février des touches, et vous voyez qu'à ce moment-là, l'interface, l'inconscient personnel vous permet, on peut décoder un petit peu ce qui se passe. Ça, c'est une autre façon de le faire en bande passante, en regardant non pas l'information, mais la quantité de bits qui passent par seconde, ce qu'on appelle une bande passante. Et vous voyez qu'en fait, on a deux bandes passantes. La bande passante de la tête, d'1 bit par seconde, et la bande passante du corps, où on est à 1 million de bits par seconde. Et ça, c'est pour ça que quand les gens ont fait des neurosciences, ils ont évidemment trouvé que si le corps traite l'information à 1 million de bits par seconde, c'est lui qui réagit en premier par rapport à la conscience qui, elle, n'est qu'à 20 bits par seconde. Elle est beaucoup plus lente, retard qu'elle a par rapport au corps. Retard qu'elle exploite en disant oui, mais c'est moi qui ai fait le truc. Vous voyez, on est là, c'est la théorie de l'information. Et on va retrouver aussi ce que j'ai dit hier, c'est-à-dire que nous vivons dans un espace à 6 dimensions. Il y a les minéraux, les animaux, les plantes, les animaux, les êtres humains. Et à chaque fois, vous changez de groupe de symétrie,
C'est-à-dire qu'on peut mathématiser tout ça en termes de groupe de symétrie. Un humain, par exemple, c'est SO de 4,2, croix U2, croix U2. Ça, c'est une autre façon de rentrer dans le P. Après, comme il y a 6 dimensions, bien voilà comment vous devez voir votre activité cérébrale. Elle évolue dans l'espace-temps de la physique, c'est-à-dire la 4 dimensions, 3 d'espace, une dimension de temps. Après, vous avez ce qu'on appelle l'activité métabolique, qui va faire que vous allez changer de taille. Donc là, vous êtes dans la 5e dimension. Et puis après, en changeant de taille, vous pouvez traiter l'information. Et là, vous êtes avec ce qu'on appelle le sens que vous donnez à l'information. C'est le rôle de la conscience. Donc, vous avez cette structure. Et vous voyez que suivant comment vous vous adressez, par exemple, si vous voulez avoir une idée géniale que personne n'a eue, il faut vous placer au niveau du sens de l'information V6. Si vous regardez, par contre, les peurs, les croyances se trouvent dans l'espace-temps à 4 dimensions. Donc, vous voyez, on a aussi cette clé de décodage que nous donnent là les équations de Maxwell pour la propagation de la lumière. Mais je ne les écrirai pas parce qu'elles ont été écrites hier. Pour moi, la PNEI obéit à la logique des objets, c'est-à-dire on fonctionne avec la négation, qui est une source d'abstraction et qui est dépourvue de sens. On peut prendre une logique beaucoup plus vibrationnelle, comme l'homéopathie, qui, elle, est une logique systémique, absence de négation, archétype, ou information analogique, porteur de sens. Ça s'est développé dans les livres d'Agnès Lagache, dans les travaux de Paul Vachlavitch de l'école de Palo Alto, et puis un petit peu dans mon livret L'eau, information, exformation. Donc ça, j'en ai parlé, je passe. Voilà, on va terminer. Et pour ça, je vais vous proposer quelque chose, ça c'est tout nouveau. C'est comment on va voir l'être humain dans sa globalité. Donc, depuis son incarnation, le bébé qui arrive sur Terre, la théorie nous dit que ce n'est pas la première fois qu'il arrive. Il a déjà vécu, parce que tout ce que vous vivez est écrit en 8 quantique. J'en ai parlé hier. Donc, vous naissez. Ensuite, vous allez avoir l'étape d'enfance, puis la puberté, l'âge adulte, et à partir du moment où vous avez l'âge adulte, il va se passer des choses. Donc, quand vous regardez tout ça, eh bien, on peut mettre en correspondance certaines expressions qui peuvent être qualifiées d'ésotériques, mais peu importe. Vous voyez, par exemple, le corps physique, on est avec les 5 éléments, on va dire qu'il va absorber une force vitale, on appelle ça le prana, pour créer un nouveau corps, qui est le corps éthérique, qui va être le siège des émotions. Ce corps éthérique va se nourrir de désir et de passion pour créer donc un corps astral qui est la notion de plaisir. Et ensuite, on va passer sur le corps conscient, l'ego, c'est-à-dire la conscience qu'on est. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis sur ce schéma la correspondance visible-invisible. C'est-à-dire que dans le bas, vous êtes avec les choses observables, mais il doit correspondre quelque chose dans le mode invisible. Et la correspondance, elle est comme ça. Le corps physique va être en relation avec l'âme universelle, le corps éthérique avec l'âme spirituelle et le corps astral avec l'âme pensante. Et évidemment, le corps conscient est en relation avec lui-même. D'où le problème, la boucle. Je suis en relation avec moi-même, alors que quand je passe sur les autres niveaux, j'ai accès à 3 âmes différents. Ce qu'on peut faire, c'est évidemment coller une suite à droite de remèdes, c'est-à-dire qu'en fonction de la maladie qu'a la personne, vous pouvez utiliser le corps physique, là, ça s'appelle l'allopathie ou la phytothérapie, vous envoyez de la matière. Si vous voulez travailler au niveau du prana, ça va faire, il va falloir que vous travaillez avec des choses qu'on appelle les minéraux, c'est la lithothérapie. Si vous voulez travailler sur le corps éthérique, c'est des élixirs floraux. Si vous voulez travailler sur le kama, c'est de l'acupuncture, les désirs, les passions. Si vous voulez travailler sur le corps astral, ce sera l'aromathérapie. Le corps conscient, lui, sera sensible à l'homéopathie. L'âme pensante à la chromatothérapie. L'âme spirituelle à la musicothérapie. Et ce qui est bien, c'est que l'âme universelle, c'est ce que j'ai parlé hier, c'est ce fait que vous invoquez la source pour mettre une intention de guérison dans l'eau. Et à ce moment-là, vous pouvez faire des miracles. C'est-à-dire que je me préoccupe aussi des gens qui vont à Lourdes, des paralytiques qui vont à Lourdes. Ils se baignent, devinez dans quoi? Dans une piscine, et ils peuvent en marcher. On dit c'est un miracle. Non, pas du tout. C'est l'âme universelle qui a fait son boulot. Et la personne a été capable de se mettre en connexion avec cette âme universelle, de la même façon qu'une personne qui a le sida en Afrique
On lui met une eau qui a été informée par la source et il va guérir. On est là. Après, il faut savoir que la mort, c'est très simple. C'est simplement le corps éthérique, enfin, tous ces corps qui se détachent du corps physique. Il y a quelque chose qui est plus sympathique, c'est le sommeil. C'est-à-dire que là, vous gardez la connexion éthérique physique, par contre, vous coupez la connexion éthérique astrale dans le sommeil. Et cette coupure est réversible. Vous vous endormez, vous l'avez tous fait, vous pouvez aller sur d'autres planètes. Parce que vous voyagez, vous n'êtes plus associé à votre corps. Il y a aussi des expériences que moi j'ai eu l'occasion de faire, ça s'appelle les expériences de mort imminente, où vous êtes découpé, on vous a coupé la connexion éthérique astrale. Donc vous êtes là, vous assistez à l'affolement du bloc opératoire et votre cœur ne bat plus. Parce que vous existez aussi quantité invisible. Vous n'êtes pas simplement un tas de matière. Voilà, donc ça c'est une petite synthèse que j'aime bien. Et voilà ce que ça donne. C'est qu'en fait, il y a de la conscience de partout. Et vous voyez, par exemple, quand je prends un cristal, là j'ai pris un cristal de chlorure de sodium, au lieu d'écrire NaCl, je peux dire que c'est 1,394 kHz. C'est une note de musique qui est chlorure de sodium. Mais je peux aussi dire qu'un minéral ne possède aucun corps éthérique et n'a donc aucune émotion. Il est dénué de corps astral et de corps conscient, donc il ne désire rien, il ne peut pas mentir. Et comme il ne désire rien, qu'il ne peut pas mentir et ne pas avoir d'émotion, il est en connexion directe avec l'âme universelle. Et on se voit dans sa structure, elle est parfaite. Il n'y a pas de défaut dans un cristal. C'est beau, c'est parfait parce qu'il n'a pas tout ça. Après, on a l'état de conscience végétal. La plante a déjà un corps éthérique, c'est-à-dire que ce n'est pas un minéral. C'est quelque chose qui a déjà un métabolisme. Et en ce moment-là, ça veut dire qu'une plante a des émotions. Oui, une plante a des émotions. Par contre, elle n'a pas de corps astral et de corps conscient, donc elle aussi ne désire rien et ne peut pas mentir. Et la conséquence, c'est qu'elle se trouve en connexion avec les âmes spirituelles, qu'on appelle bouddhis dans la tradition. Et là, ben, c'est là où, en général, je branche une plante. Ça marche. Alors, évidemment, ça ne marche pas. Donc là, je suis obligé d'utiliser un autre ordinateur. Alors, quand une plante refuse de chanter, il y a deux raisons. Il y a quelque chose qui la coince. Quelqu'un dans la salle la coince. Ça arrive. Ou alors, c'est ce que je vais tester, elle manque d'eau. Non, mais j'ai arrosé la carte son. Alors, allez, cocotte. Voilà. Donc ça, c'est la magie. Vous pouvez, grâce à la musique, parler avec une plante. Elle peut dialoguer avec vous. Et là, bon, alors j'ai choisi un instrument, ça c'est du piano avec un tambour mongolien. Vous voyez, c'est beau. Après, on peut passer aux animaux.
Un animal possède un corps éthérique, donc il a des émotions. Un animal possède aussi un corps astral, donc il a des désirs et des passions. Par contre, il n'a pas de corps conscient, donc il est incapable de mentir. Il ne peut pas se faire référence à lui-même qui donne la possibilité de se mentir à soi-même. De ce fait, il se trouve en connexion directe avec d'autres âmes pensantes qui sont le manas. Et là, bon, je vous ai mis un petit film que j'ai partagé sur Facebook, où quand vous observez les animaux, il faut les regarder droit dans les yeux et vous allez voir des choses. Ils interagissent avec vous. Et là, ces interactions qui sont entre le corps astral et pas avec des interactions purement matérielles, et qu'on peut avoir une connexion avec les animaux qui est complètement non matérielle, qui se passe par au niveau de soi de l'âme pensante en connexion avec votre corps astral. Bon, alors on va terminer évidemment par l'être humain, parce que lui il a un corps physique, un corps éthérique, un corps astral et un corps conscient. De ce fait, il est capable de se connecter avec lui-même. C'est ça le truc qu'on a, notre problème. On peut se connecter à nous-mêmes. D'où la capacité à pouvoir mentir, susciter des désirs, générer des émotions et manipuler les corps physiques. Ceci dit, là je vais faire un autre test. Au lieu de faire chanter la plante, je vais me faire chanter moi. Alors là, le problème, c'est que moi, je ne suis pas une plante. Ah oui, je sais. Je vais accrocher ça à mon oreille. Mettre un peu d'eau. Alors, je me suis branché avant la conférence à chanter comme une plante. Et là, je me mets dans un état de conscience végétale. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Non, je suis trop dans la tête. C'est normal, je viens de faire la conférence. Tout à l'heure, je n'y étais pas. Donc là, ça ne va pas chanter. C'est pas grave. Mais on peut se faire chanter soi-même. Et bientôt, on aura un appareil qui nous permettra de brancher aussi bien une plante qu'un animal, qu'un être humain. Voir la musique qu'il fait. Et ensuite, si vous êtes malade, on vous soignera par la musique et non pas par des produits chimiques. Ce n'est pas de la science-fiction, hein. C'est les conséquences de tout ce que j'ai dit ici. Si tout ce que j'ai dit ici, ça marche, eh bien, on en est là. Donc, voilà où on en est. Et maintenant, évidemment, voilà la proposition que je fais. Plutôt que de parler de PNEI, parce qu'il faut qu'on prenne tout en compte ces 7 cadres de pensée. Quand je me suis connecté à la source et que je lui ai posé la question comment je pourrais appeler la PNEI pour que les gens comprennent mieux ce que c'est, la source m'a répondu. Et voilà le nom qui est sorti, holonomie psychocorporelle. Je vous décode. Holos, holon en grec, c'est l'unité, la chose que vous ne pouvez pas découper en morceaux. Holographique, vous voyez, c'est cette idée. Nomos, c'est je gère, et non pas logos, qui est je parle. Quand vous dites, par exemple, écologie, vous parlez de votre habitat. Écologie, blabla, blabla, blabla. Si vous faites de l'économie, vous parlez toujours de votre habitat, mais vous le gérez. C'est-à-dire qu'il y a la notion, il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui sortent. Donc, c'est pour ça que, comme nous, on est système ouvert, on va mettre nomi et non pas
holologique, donc holonomie, et psychocorporel, ben, c'est parce qu'on a la psyché et le corps pris dans son ensemble. Donc, je pense qu'avec un nom comme ça, holonomie psychocorporelle, on décrit bien, sans rentrer dans les détails N, E et I qui sont sordides et qui sont finalement pas vraiment nécessaires, on décrit à peu près, à mon avis, ce qui se passe. Et à ce moment-là, ben, on peut se référer à ce genre de schéma pour pouvoir savoir de quoi on parle. Puis voilà, c'est la fin de cette conférence. Je vous remercie. Merci, professeur Marc-Henri. Encore une fois, ça laisse sans voix. C'était fabuleux. Fabuleux.